Vous êtes intéressé par le scalping et vous cherchez la meilleure stratégie qui va vous permettre de générer des profits en trading, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisqu'ici nous allons aborder le scalping et surtout la meilleure stratégie de scalping qu'il va falloir appliquer dans votre trading. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir la meilleure stratégie de scalping. Je vous la présente ici, vous allez voir, il n'y a pas de chichi, on va vraiment à l'essentiel. Avant d'aller plus loin, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis, je vous invite à laisser un petit commentaire sympa sous cette vidéo. Alors, on va pas perdre de temps. Je vous propose de commencer immédiatement le cours que je vous ai créé ici. Scalping, la meilleure stratégie. Je vais vous présenter tous les éléments ici que vous allez devoir utiliser afin de réussir vos scalps de la meilleure façon qu'il soit, puisque en scalping, vous savez, ça va très vite, et si vous faites les mauvaises choses, vous perdez très rapidement votre argent. Donc il va falloir maximiser les probabilités de réussite en utilisant toutes les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, juste pour vous récapituler, le scalping, vous savez, c'est cette façon de prendre des trades extrêmement rapidement, puisque les trades vont avoir une durée sur une très courte période de quelques secondes à quelques minutes. Donc c'est un style de trading qui est extrêmement rapide. Achat et revente effectués en quelques secondes, voire 1 à 2 minutes, pas plus, puisqu'au-delà, on passe sur du day trading intraday, si vous souhaitez. Et là, c'est carrément une autre façon de faire les choses. C'est un style de trading, eh bien, pour réaliser des gains sur des très petits mouvements qui sont pertinents. Il suffit pas d'acheter et de revendre n'importe comment, de faire 50, 60 scalps dans la journée. Cependant, le scalper intelligent, lui, va plutôt être comme un sniper, embusquer et attendre le bon moment pour tirer. Et donc le scalping, c'est la même chose. On va attendre des configurations qui sont essentiellement axées sur des hautes probabilités de réussite pour pouvoir réussir ces scalps et donc avoir une rentabilité sur le long terme. Quel style de graphique choisir? C'est simple, le style de graphique sélectionné pour pratiquer le scalping est déterminant dans la réussite du trader. Vous ne devez pas sélectionner n'importe quel type de graphique. C'est important, ça va jouer sur les probabilités de succès, et je vois beaucoup de débutants faire cette erreur et s'étonner ensuite de ne pas avoir de résultats, c'est normal. Afin de maximiser ses probabilités de gain, le trader doit utiliser un style de graphique lui permettant d'obtenir le maximum d'informations pertinentes. Donc choisir le bon graphique, c'est extrêmement simple. La plupart des traders vont utiliser le graphique en bougie japonaise. C'est excellent en day trading intraday, c'est excellent en swing trading, c'est excellent pour analyser un graphique de manière générale, mais le scalper, lui, va avoir besoin d'autres informations. Les bougies japonaises vont effectivement donner énormément d'informations sur chacune des bougies, puisqu'on a le cours d'ouverture, le cours de clôture, les plus hauts, les plus bas du mouvement, et on peut comprendre, rien qu'en regardant un simple graphique en chandelier, tout l'historique de mouvement d'un actif, les zones de support de résistance, c'est extrêmement simple de lecture. Cependant, le scalper va se baser sur des éléments qui sont complètement différents. Il va devoir maximiser les probabilités. Là où un day trader et un swing trader vont pouvoir profiter des mouvements qui vont être lancés sur les actifs, lui, le scalper va saisir des petits mouvements. Et ces petits mouvements doivent avoir énormément de probabilités de réussite. Et on sait que sur des petits mouvements, on peut avoir ce qu'on appelle des bruits, des mouvements parasites qui vont parfois perturber les positions. Donc la maximisation des probabilités est essentielle pour un scalper. C'est pour ça que le scalper va utiliser un graphique en Ekenashi. Ekenashi, vous voyez mon super accent. Pourquoi? Tout simplement parce que le système de calcul sur ce type de graphique est différent et va maximiser les probabilités sur des tout petits mouvements. L'Ekenashi va certainement et bien souvent être utilisé sur des graphiques 1 minute ou des graphiques antiques pour le scalping, pour une raison simple et évidente. C'est que l'apparition d'un Ekenashi, si on a un Ekenashi vert ou un Ekenashi rouge, d'accord, donc haussier ou baissier sur le mouvement de prix, on a 70% de chance, sur la méthode de calcul Ekenashi, on a 70% de chance que la bougie qui va ouvrir à la suite, que le prochain Ekenashi, soit de la même couleur que le précédent. Donc c'est-à-dire que quand on a un Ekenashi vert, on va déjà avoir 70% de chance que le prochain Ekenashi soit vert. Alors je vois certaines personnes me dire, oui, mais alors pourquoi on n'utilise pas tout le temps ce graphique en day trading, en swing trading? Il y en a qui l'utilisent. Mais il faut savoir que les méthodes de calcul sont différentes et les probabilités de succès sont plus élevées en scalping qu'en day trading ou en swing trading. Ok? Donc on maximise, le scalper doit maximiser les probabilités. Donc déjà, la sélection du graphique est essentielle. Et vous allez devoir utiliser un graphique en Ekenashi si vous voulez scalper. C'est important. C'est pour maximiser les probabilités. Alors maintenant que vous savez cela, il va falloir aussi sélectionner le bon horaire de trading, puisqu'on ne trade pas sur n'importe quel
moment de la journée quand on fait du scalping. On peut se le permettre en day trading, en swing trading ça n'a pas d'importance, c'est un investissement long terme, on s'en fout, mais en scalping, vous devez maximiser les probabilités. Il faut donc effectivement que le choix de l'horaire va vous permettre de pratiquer le scalping. Et ici, le choix de l'horaire durant lequel le trader va pratiquer le scalping est essentiel, c'est important. Le scalping demande de la volatilité et beaucoup d'intervenants afin de garantir des achats et reventes rapides. N'oubliez pas, nous avons des positions que nous devons ouvrir quasiment tout de suite et pouvoir refermer sans temps de latence. Il ne faut pas qu'on ait un délai d'attente parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants, il n'y a pas assez de liquidité sur le marché et que parfois votre position elle prenne plusieurs secondes, voire plusieurs minutes avant d'être clôturée. Donc il faut toujours favoriser les moments de forte volatilité avec beaucoup d'intervenants. Le trader va donc sélectionner des horaires où la liquidité et les intervenants seront majoritairement présents. C'est important d'être là quand tout le monde est présent sur les marchés. Donc maintenant, choisir le bon horaire. Déjà, il va falloir exclure toutes les mauvaises choses à faire. Déjà, ne jamais trader sur un actif hors cotation. Je sais que ceux qui vont être sur CFD ou parfois sur les futurs vont pouvoir trader en dehors des cotations de l'actif de référence. C'est déconseillé. Pourquoi? Parce que déjà, on va pas se baser sur les mêmes données de calcul. Et il y a beaucoup moins d'intervenants. D'accord? Donc là, vous mettez des probabilités contre vous. Les vacances scolaires, les vacances d'été, les vacances de Noël, etc. C'est des périodes où il y a moins de personnes présentes sur les graphiques, il y a moins d'intervenants, et donc forcément, ça augmente les faux signaux. Ok? Donc ça, on évite de se mettre sur ces périodes-là. Les jours fériés, ok? Alors les jours fériés, bien évidemment, le marché est fermé, mais vous pouvez encore une fois, en fonction de certains actifs, les trader. Vous pouvez également, parfois, avoir des jours fériés aux États-Unis, mais le marché en Europe est ouvert, ok? Parce qu'on n'a pas les mêmes jours fériés. Et donc là, vous retirez une bonne partie des intervenants, parce que les jours fériés US, les gens souvent ne travaillent pas, donc il n'y a pas d'intervenants, et donc il y a moins d'intervenants américains sur les marchés européens. Et donc là aussi, vous baissez les probabilités, vous baissez la volatilité, vous baissez la présence que l'on va avoir via les différents intervenants. Donc les jours fériés, que ça soit chez vous ou ailleurs, on évite. Ok, on squeeze un petit peu. Il n'y a pas d'intérêt à se mettre dessus. Donc ça va vous faire beaucoup de jours. Vous voyez, vous allez pouvoir vous reposer en tant que trader. Mais le trading, ce n'est pas trader tous les jours. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. La période d'été, cette fameuse période du 15-15, impacte encore plus les scalpers que les day traders ou les swing traders. Ça impacte pratiquement pas les investisseurs long terme, mais les scalpers vont être fortement impactés pour la période du 15-15. Trader en plein milieu aussi d'une séance de cotation, c'est-à-dire que vous avez par exemple le CAC 40 qui a ouvert le matin, vous arrivez à 14h, vous arrivez à 17h, vous êtes en plein milieu de la cotation, c'est pas intéressant, ok? C'est pas intéressant. Vous arrivez même à 11h, c'est pas intéressant. Parce que la majorité des intervenants sont plus vraiment devant les graphiques ou ne sont plus réellement actifs devant les graphiques, d'accord? Les positions des day traders, des swing traders ont généralement été déjà prises. Les scalpers, eux, vont se concentrer sur la période où il y a le plus de mouvements, plus d'ordres d'achat et de vente qui sont réalisés. Et donc, en plein milieu d'une séance de cotation, c'est généralement là où on a le fameux creux, où il y a plus trop de mouvements, plus trop d'intervenants, plus trop d'ordres d'achat et de vente. La dernière heure d'une cotation, également, alors oui, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de day traders qui vont clôturer leur trade, c'est vrai. Vous allez avoir beaucoup de swing traders également, si on est le vendredi, dernière heure de cotation, qui vont ne pas vouloir garder leur position en overweek et qui vont clôturer également leur swing. Mais le problème, c'est que souvent des clôtures qui sont des clôtures d'urgence. Ce sont des clôtures parce qu'il faut clôturer, parce qu'on arrive sur l'heure où ça va fermer. Ce sont pas forcément des clôtures qui sont réfléchies, dans le sens où c'est pas une clôture qui est forcément déterminée par un contexte technique qui va favoriser la clôture saine et rentable de la position. C'est souvent des clôtures qui sont nécessaires parce qu'on ne veut pas conserver sa position jusqu'au lendemain ou subir le week-end pour voir ce que ça donne le lundi à l'ouverture. Donc généralement, la dernière heure de cotation, effectivement, on va avoir des mouvements, mais ce sont souvent des mouvements aléatoires dus à des clôtures tout simplement de dernière minute de la part des intervenants. Donc on ne se positionne pas dessus, ça augmente la probabilité d'avoir des faux signaux et des indicateurs techniques qui vont être perturbés par des éléments de la data qui va être un petit peu aléatoire. Mais du coup, les horaires conseillés, qu'est-ce que ça va être? Là, il va falloir se concentrer. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, vous allez vous concentrer sur ce qu'il faut faire. Les horaires conseillés, c'est la première heure d'ouverture d'une cotation. Que vous vouliez trader, une action, que vous vouliez trader, je sais pas moi, un indice, ok, via un ETF, via un contrat futur, un CFD, etc. Concentrez-vous sur l'horaire d'ouverture. L'actif en question est sur quel marché? Et ce marché, il ouvre à quelle heure? Il ouvre à 9h? Il ouvre à 15h30? En fonction de cela, la première heure d'ouverture d'un marché, dès que le marché ouvre, sa première heure va vous permettre, évidemment,
également de profiter de ce fameux mouvement, parce qu'on a toutes les ordres qui étaient en attente qui vont être exécutés sur l'ouverture du marché. On a également tous les intervenants qui sont présents sur cette première heure, et donc il y a beaucoup de mouvements. Ok. Et là, les signaux sont extrêmement pertinents en scalping. La première heure d'ouverture d'une cotation, il faut y être. C'est simple, il faut y être. Si vous y êtes pas, vous loupez tout ce qu'il faut. Vous 80% d'amélioration de signaux sur cette première heure. Si vous n'y êtes pas, vous vous mettez toutes les chances contre vous. L'horaire conseillé, c'est durant la cotation en superposition à l'ouverture d'un marché boursier. Prenons par exemple quelqu'un qui va trader le CAC 40, le DAX, par exemple, via l'intermédiaire d'un contrat futur, d'un CFD. Eh bien, vous pouvez trader la première heure d'ouverture, dès que le marché ouvre, vous tradez la première heure. Ensuite, il n'y a plus rien à faire, ça devient pourri. Et qu'est-ce qui se passe à 15h30, par exemple, heure de France? Eh bien, on a le marché américain qui va ouvrir. Et donc là, on va avoir des intervenants américains qui vont également, eh bien voilà, venir sur les marchés européens. On va avoir des actifs européens qui vont être corrélés à des actifs américains, et donc la cotation, la prise de cotation des actifs américains va avoir un impact sur la cotation d'actifs européens. Et donc forcément, ça crée du mouvement, ça crée des intervenants, ça crée du volume, et ça rend intéressant de nouveau l'actif. Donc la première heure d'ouverture d'un marché extérieur en superposition avec un marché qui est déjà ouvert en Europe, par exemple, eh bien, ça vous permet, par exemple, de trader le CAC 40 à l'ouverture sur sa première heure, et ensuite de le retrader à 15h30 sur l'heure qui va suivre l'ouverture du marché américain, par exemple, parce que ça va redonner un petit peu de dynamisme à l'actif. Et donc ça, vous vous rendez compte que voilà, du coup, vous avez pour les actifs européens plusieurs plages sur lesquelles vous pouvez vous positionner, mais c'est équivalent pour les autres actifs, américains, asiatiques, etc. Le travail de superposition, notamment vous pouvez aussi avoir cette superposition pour ceux qui vont trader le forex avec les ouvertures de marché en fonction de la paire dollar, euro, etc., yen, livre sterling, en fonction de la superposition de l'ouverture des marchés, ça va redonner du dynamisme. Et ce sont des périodes sur lesquelles le scalper, s'il veut trader, il faut qu'il soit présent. Les horaires à déconseiller, vous oubliez. Le bon horaire à choisir, parfait. Quelle unité de temps choisir pour son graphique? Ça, c'est une question que beaucoup de débutants se posent, et la réponse, je vais vous l'apporter tout cuit dans le bec. Ici, le scalping est une pratique qui consiste à acheter et vendre rapidement, vous le savez. Donc forcément, les unités de temps sélectionnées par le trader doivent être en cohérence avec l'optique de temps que va durer sa position. Ça veut dire, forcément, si vous faites du scalping, vous n'allez pas me sortir un graphique en hebdomadaire, vous n'allez pas me sortir un graphique mensuel, ça n'a aucune pertinence. Il va falloir être cohérent dans les choix du graphique que vous allez faire, de l'unité de temps du graphique que vous allez choisir. Donc le trader va donc sélectionner des unités de temps jusqu'à 1 heure maximum pour des graphiques d'analyse technique. On travaille toujours avec plusieurs unités de temps. On est sur un minimum de triptyque, c'est-à-dire 3 graphiques, 3 unités de temps différentes, jusqu'à 1 heure maximum. On va pas au-delà. On va pas chercher du 2 heures, du 4 heures, du journalier. Ça a plus trop de pertinence pour du scalping. Ok, 50 à 100 ticks, voire 1 minute pour le graphique de prise de position. C'est le graphique sur lequel vous allez vraiment sélectionner si oui ou non vous allez faire un trade à l'achat, à la vente. Le graphique sur lequel vous allez passer vos ordres doit être la plus petite unité de temps, et cette plus petite unité de temps doit être un graphique entre 50 et 100 ticks. Voilà, en fonction de si vous êtes sur le marché européen ou le marché américain, bon voilà, 50 ou 100 ticks, parfois c'est trop court, trop long, donc c'est à vous d'adapter, ou 1 minute, voilà, encore une fois, on peut rester sur du temporel plutôt que du tick, mais on va rarement au-delà. Un graphique 5 minutes n'a pas trop de pertinence. Certains vont mettre un graphique en 2 minutes, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, vous vous rendrez compte que la position que vous allez prendre est proportionnelle aux bougies que vous allez avoir. Et donc, un graphique en 2 minutes, c'est-à-dire qu'une bougie prend 2 minutes, et vous savez qu'un scalp, c'est entre quelques secondes jusqu'à 1 à 2 minutes max. Au-delà, on n'est plus sur du scalping. Donc, si vous êtes sur un graphique en 2 minutes, chaque bougie va prendre 2 minutes à se poser. Et parfois, vous allez avoir 2-3 bougies avant d'arriver sur ce que vous voulez faire. Et donc, la position peut prendre plus de temps. Et donc, dans ces cas-là, on n'est plus vraiment sur du scalping. C'est pour ça qu'on reste sur du 1 minute maximum pour les prises de position en scalping. Alors maintenant, je vais vous présenter une stratégie, une technique qui est pour moi la plus efficace, la plus redoutable, qui a une mécanique qui est assez simpliste, mais il faut le comprendre, et il faut adapter et utiliser toujours ce système de prise de position, cette réflexion, cette méthodologie pour chacun de vos trades, d'accord? Donc on va chercher en scalp les points de contact, d'accord? C'est essentiel. Là où en day trading, intraday, swing trading, on va se baser sur beaucoup d'éléments, d'indicateurs techniques, etc. En scalping, ce qui va vraiment être déterminant, c'est les zones de support et de résistance, qu'elles soient techniques ou psychologiques, mais également le prix, d'accord? Le prix, on sait que par le prix, on peut avoir des zones de support et de résistance psychologiques, parce que ce sont souvent des chiffres ronds sur lesquels les gros intervenants vont se positionner, sur lesquels même beaucoup de particuliers vont se positionner pour acheter, ou vendre l'actif. Donc ces zones de contact, nous, c'est ce qu'on va chercher en tant que scalper. En fait, on va s'immiscer en plein milieu d'ordres qui vont se positionner sur des zones pertinentes, et nous, on va prendre quelques pips. Attention, on est dans le cadre de scalping, donc on va pas faire des positions à 100, 150, 200 points, ok? On va faire des positions de 4, 5, 6, 7, 8 points, 10 points, pourquoi pas plus, ok? Souvent, généralement,
quand on ouvre une position, on a déjà le stop loss, le take profit de positionner en fonction de la mécanique de l'actif, hein, parce que chaque actif va avoir ses propres forces de pips qu'il va falloir dompter, et ça c'est un travail de recherche à faire, mais la mécanique, peu importe l'actif que vous allez trader, reste le même. Donc vous allez utiliser les points de contact. Ici, je vous ai mis les points pivots, parce que les points pivots vont donner des zones de support et de résistance psychologiques assez pertinentes, mais on peut travailler avec des zones de support et de résistance techniques, on peut utiliser des moyennes mobiles comme zone de support et de résistance, ou tout autre indicateur qui va vous permettre d'obtenir des zones et des niveaux intéressants, Fibonacci, etc., etc. Donc ici, dans cet exemple, bien évidemment, c'est le point pivot, mais vous avez une multitude de façons de mettre en évidence des zones de support et de résistance psychologiques ou techniques. Ici, vous voyez, nous avons notre signal d'achat. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Ici, nous avons un mouvement de contact sur notre zone de support. Ce mouvement de contact est propre, bien dessiné, on voit qu'on a de très belles bougies, et arrivé sur le niveau de contact, vous voyez, alors c'est pas, on n'arrive pas pile poil dessus, hein, c'est toujours une zone, hein, ça n'existe pas un point pile poil à un prix précis, on est toujours sur une zone qui a une certaine largeur, et arrivé sur cette zone, vous voyez, on a un reversement du graphique. Ici, nous avons nos bougies rouges qui se terminent, on repasse sur des bougies vertes, et l'élément déclencheur ici, en scalp, n'oubliez pas que nous sommes sur un graphique en Ekenashi, donc la mécanique est différente, et nous avons cette bougie-là, ce type de bougie, où on a un corps parfait, pas de mèche sur le dessous, mais une mèche sur le dessus, nous présente ici un mouvement de prix qui est propre. On est parvenu en dessous de la zone d'ouverture, ok, et on a effectivement un reversement qui s'effectue. À la clôture de cette bougie, n'oubliez pas qu'on a 70% de chance d'avoir une bougie de la même couleur à la suite. Et ici, nous avons donc notre signal d'achat. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur une zone de contact de support donnée par le point pivot. Sur un support, on va plutôt effectuer des achats, on n'effectue jamais de vente, vous le savez très bien. Et ici, cette bougie est notre élément déclencheur sur lequel nous allons pouvoir prendre une position. On ouvre la position sur ce niveau-là, d'accord, et on encaisse quelques points. Alors ici, il ne s'agit pas de prendre l'ensemble du mouvement, d'accord. On n'est pas day trader, on n'est pas swing trader, ici on fait du scalping, et donc on prend nos points qui sont prédéterminés par rapport à l'actif auquel on est dessus. Ça se trouve ici, nous sommes sur un actif qui va généralement donner facilement 6 à 8 points, pourquoi pas sur une ouverture lors d'un ce qu'on a un signal d'achat comme cela, et hop, une fois qu'on a pris nos points, on clôture la position, on a pris notre scalp, et voilà, c'est fait. Ok, d'accord. On va partir sur un autre type d'exemple. Ici, nous avons notre bougie qui nous incite à vendre. Pourquoi? Parce que nous venons au contact de cette résistance, cette fois-ci donnée par le point pivot encore une fois. Nous avons un beau mouvement haussier. Au contact de la zone, nous avons cette fameuse bougie, magnifique corps. Nous n'avons pas de mèche sur le dessus qui nous montre une hésitation de mouvement. Nous avons une mèche sur le dessous, pourquoi pas, c'est pas problématique. Mais nous avons un corps qui est propre. Nous n'avons pas de prix qui a remonté sur le dessus et qui montre une hésitation du mouvement. Et donc, à la clôture de cette bougie, nous avons 70% de chances que la bougie suivante soit rouge et donc que le mouvement baissier se continue. Donc ici, le trader va prendre une position de vente à découvert. On va prendre nos 5, 6, 8 points, pourquoi pas, 10 points en fonction de l'actif. Et on clôture. Point. Ici, le mouvement est propre, net, précis. Tout se passe bien. Et ça, c'est la méthodologie que tous les scalpeurs doivent pratiquer. Alors bien sûr, il y a des alternatives, il y a des stratégies qui sont un petit peu différentes, mais elles reposent toutes sur les mêmes fondamentaux, qui est le respect des zones de support et de résistance. Ces contacts que l'on va avoir sur ces zones de support et de résistance doivent être des zones à surveiller, et le graphique en Ekenashi va vous donner les points d'entrée sur les positions probables. Alors il va falloir être régulier dans votre pratique pour maximiser les probabilités de réussite, et surtout mettre en application cela dans le respect des bases fondamentales. Okay, les bases fondamentales, c'est le socle que tout trader doit respecter, et si vous vous contentez bêtement de reproduire un achat ou une vente parce que vous avez un signal sans respecter les bases fondamentales, vous êtes donc voué à l'échec et vous n'aurez pas de rentabilité sur le long terme puisque vos résultats seront biaisés. Donc respectez toujours les achats sur les zones de support, les ventes sur les zones de résistance. Déjà, vous allez maximiser les probabilités de votre côté, et le travail sur différentes temporalités pour pouvoir voir les zones de support que vous allez avoir sur les unités de temps supérieures sur lesquelles vous allez pouvoir anticiper des mouvements. Maintenant, comment éviter les faux signaux? Parce qu'il faut savoir que vous allez avoir des faux signaux. Alors déjà, on l'a vu, la sélection des horaires sur lesquels vous allez trader va déjà éliminer beaucoup de difficultés. Mais vous avez un tips assez intéressant et qu'il va falloir respecter impérativement ici. C'est pour moi l'astuce et la chose qu'il va falloir respecter prioritairement, d'accord? Sinon, vous allez avoir des difficultés de rentabilité. Ça, c'est clair et net.
Déjà, les faux signaux seront l'ennemi du trader en scalping. Hein. C'est simple, au vu du nombre de trades que peut prendre un trader en scalping, enchaîner de nombreux faux signaux peut entraîner des pertes financières importantes. Nous allons avoir des scalpers très haute intensité qui vont parfois prendre jusqu'à 60 scalps dans la journée. Ils vont pas être sur un seul actif, ils vont parfois surveiller plusieurs actifs différents, il va y avoir une dizaine d'actifs et ils vont prendre chaque signal sur chacun des actifs avec des configurations prédéterminées. Et on peut avoir beaucoup de trades. Donc si vous prenez des faux signaux, vous vous rendez compte que vous pouvez vite grignoter votre capital financier et perdre de l'argent. Ce n'est pas le but, encore une fois, le but c'est de maximiser les profits, mais il va falloir travailler intelligemment. Un money management strict doit encadrer chaque session de trading en scalping et aucun écart ne doit être fait. Vous devez déjà prédéterminer combien de trades maximum vous allez faire, combien de trades perdants maximum vous vous autorisez, quel pourcentage de votre capital ça fera perdre si vous faites un trade perdant, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut prédéterminer à l'avance et il ne faut jamais sortir du cadre du money management que vous vous êtes imposé. C'est important, d'accord? Et là, c'est un travail de psychologie avant tout, bien évidemment. La première façon d'éviter les faux signaux, c'est déjà d'éviter la prise de signaux sur les contacts multiples d'un support ou d'une résistance. Et ça, c'est important. Et si vous respectez ça, vous allez maximiser la réussite de votre expérience en scalping et donc des trades que vous allez effectuer. Plus un support ou une résistance est touché, plus le prix a de facilité à passer la zone et poursuivre son mouvement. D'accord? Donc il va falloir faire attention à cela. Si vous trouvez une zone de support ou de résistance, et là je vous le mets parce que je veux vraiment que vous compreniez, si vous trouvez une zone de support ou de résistance, qu'elle soit technique, qu'elle soit psychologique, faites attention si elle a déjà été touchée plusieurs fois. Parce que plus une zone est touchée, plus le prix a de chances de passer cette zone avec facilité. Et donc si vous rentrez à un moment donné, quand il y a eu trop de touches, votre trade va tout simplement être perdant, donc il va falloir impérativement faire attention à ça. Ok? Maintenant je vous explique un petit peu les choses. On retrouve ici nos points pivots qui vont donner ici une zone de support et de résistance psychologique. D'accord? On voit bien que ça fonctionne, à son approche, le prix rebondit, puisque ce sont des zones sur lesquelles vont être placés des ordres d'achat et de vente par les différents intervenants, et ça va naturellement provoquer des mouvements de prix à l'approche de ces niveaux. On voit ici un premier contact. Très bien, la résistance fonctionne, puisque les prix renvoyés à la baisse. On remonte, on revient en contact. Très bien, ici le prix fonctionne, on revient à la baisse. Donc vous voyez qu'ici, les signaux que l'on va avoir par nos Ekenashi vont nous donner des points pertinents sur lesquels on va pouvoir prendre nos 4, 5, 6, 8 points, 10 points, pourquoi pas en fonction de l'actif. Nous avons un troisième contact, ça fonctionne encore. Le mouvement est baissier, nous pouvons prendre ici le trade. Vous voyez que celui qui aurait pris ce signal ici aurait réussi son scalp. Là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que regardez, on a un signal, mais le mouvement baissier est beaucoup moins précis. Et ce qui se passe à la suite, on a un passage du prix. Ok? La zone ici de résistance ne tient plus. D'accord? On l'a touché trop de fois. Donc maintenant, le prix commence à avoir de la facilité à passer ce niveau. Alors, il n'y a rien de magique, c'est juste que les intervenants, à force de voir le niveau de prix revenir sur cette zone-là, on se dit à un moment donné, stop, il y a des risques que ça passe. Et en fait, c'est tout simplement l'action des différents intervenants qui va provoquer ce passage du prix, parce qu'il y aura beaucoup moins de vendeurs sur cette zone, il y aura peut-être des gens qui vont anticiper une cassure de cette zone de résistance pour rentrer à l'achat, et donc ça va favoriser des passages de prix. C'est tout simplement de la logique, voilà, il n'y a rien de mystique, mais il faut le comprendre. Nous allons avoir un nouveau point de contact, ici effectivement ça fonctionne, un nouveau point de contact, ici ça fonctionne, mais regardez ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2 contacts, déjà, bam, maintenant le prix passe et on surpasse la zone. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment faire attention, parce que si vous ne prenez pas en compte le nombre de fois où on vient toucher une zone et que vous rentrez à chaque fois qu'on touche cette zone et à chaque fois que vous avez un signal, eh bien vous allez vous prendre ces passages de prix et vous allez biaiser votre rentabilité. Parce que n'oubliez pas que sur un scalp, les ratios risk-reward ne sont pas du 1 pour 1. On risque sur les prises de position pour pouvoir laisser ce qu'on appelle laisser aérer la position. On a toujours un écart avec le stop loss qui est plus important qu'avec le take profit. D'accord? Et donc, effectivement, si vous prenez tout le temps des passages de prix, vous allez niquer votre performance et vous n'allez pas être rentable. Donc il faut impérativement faire attention à ces niveaux de contact. Et généralement, sur les zones de support ou de résistance, au bout du 2e ou du 3e contact, on ne traite plus les signaux qui sont donnés sur cette zone. D'accord? Ça veut dire que le trader, sur le premier contact tout à gauche, ok, on a un signal, je vends, je prends ma position. On a un deuxième signal, vous voyez, le deuxième cercle, le deuxième à gauche. J'ai un deuxième point à ce niveau de contact, j'ai mes bougies, j'ai mon Ekenashi qui me donne un signal d'entrée, je prends ce signal d'entrée. Et généralement, ce qui se passe par la suite, c'est que les autres points de contact, c'est le 3e, 4e, 5e, 6e point de contact, ça fait trop.
Et donc le trader, lui, va avoir cette autodiscipline de ne pas prendre les nouveaux signaux d'achat ou de vente qui seront sur les autres contacts. Parce qu'il y aura trop de contacts, et plus il y a de contacts, plus on augmente le risque d'avoir un passage de prix, et donc de vous faire tout simplement sortir via un stop loss touché. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va vraiment falloir faire attention. Maintenant que vous savez comment pratiquer le scalping, je veux vraiment que vous fassiez attention. Il y a encore une fois pas de recette magique, il y a juste des bases fondamentales à respecter. Et ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est exactement ce que vous devez faire. C'est-à-dire que même si vous allez peaufiner votre stratégie, vous allez ajouter des éléments supplémentaires pour rentrer en position. Les bases que je vous ai données dans cette vidéo sont vraiment à respecter. Dans le respect des bases fondamentales que tout trader doit respecter, bien évidemment, mais ici nous avons une spécialité en scalping et les éléments donnés dans cette vidéo doivent également être respectés en plus des bases fondamentales. Ici nous sommes un peu sur les bases fondamentales en scalping qui sont à additionner avec les bases fondamentales du trading de manière générale. Et respecter tout ce que je vous ai indiqué dans cette vidéo va vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats sur le long terme. N'oubliez pas que ce qui va vous permettre d'avoir une rentabilité, c'est d'être régulier dans votre pratique et surtout de réussir à maintenir le money management que vous vous êtes imposé et la méthodologie à appliquer, bien évidemment, toujours dans la prise en compte du contexte dans lequel le marché va se trouver. Pour petit rappel, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'école Alex Trading, vous avez le lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus, vous allez retrouver le catalogue des formations qu'on propose. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo en laissant un petit commentaire sympa juste en dessous. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!